prochaine intervention, c'est marqué derrière moi, rétrospective des actions et temps fort du geste. Donc on va accueillir l'ensemble des anciens présidents du geste, donc depuis la création, depuis 1995, ainsi que tous les animateurs, les animatrices, enfin surtout les animatrices, il en manque qu'une. Et cette table ronde, d'une certaine manière, sera animée par, je ne le présente plus, Jackie Rigaud. Donc Jackie Rigaud, qui est la figure incontournable du monde viticole, enseignant, chercheur, auteur de nombreux ouvrages sur les climats, les terroirs, la culture du vin. Jackie, tu as largement contribué au rayonnement de la Bourgogne et à la diffusion de la notion du vin de lieu. Son regard, sa profondeur historique et sa passion en font un guide naturel pour cette rencontre. Donc, je vous invite, Jackie, à prendre le micro. Je vais me taire. Et l'ensemble des présidents à nous rejoindre et des animateurs, animatrices de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et si la Bourgogne en est là aujourd'hui, on l'aime, on a envie de goûter ces vins dans leur diversité incroyable et une qualité exemplaire aussi. Le geste, il y est pour beaucoup. Et c'est une grande joie pour moi d'animer cette table ronde. Je vous ai connus en exercice, les amis. Je vous connais encore maintenant. Il y en a que je vois passer souvent, comme celui qui est à ma gauche, que j'ai vu beaucoup à temps, que je vois un peu moins maintenant, mais bon, on va se retrouver. Tu vas m'emmener au Japon, tu m'as dit aussi. Voilà. Bon, donc c'est vraiment une grande joie, parce que le vin est joyeux. Le vin, il n'est pas là pour être bu comme ça dans son coin, il est symbole de culture, il est là pour activer le plaisir d'être ensemble, pour notre survie, il en suffit. Pour le vin, il a été fait depuis, comme Gérard l'a merveilleusement bien montré, depuis toujours, pour accompagner la civilisation, les civilisations, notre rapport au monde qui, on l'espère, doit être le plus souvent joyeux. Donc c'est une grande joie. Le geste est arrivé dans un moment de l'histoire où il fallait souvent regarder sur l'étiquette pour saisir les différences, grand cru, premier cru, etc. C'est une époque où les marchands de produits n'hésitaient pas à dire à leurs vendeurs goûtez le produit devant le vigneron. C'est Pierre Auvernois qui m'a raconté ça. Non, Pierre, tu me racontes des conneries, c'est pas possible. Je dis si, Jackie. Ils buvaient les herbicides devant nous pour nous montrer que c'était pas mauvais. Bon. Donc, Pierre, il l'a pas. Lui, il a trouvé. Lui, il a trouvé que c'était quand même trop beau pour être vrai, ces choses-là. Mais, et avant de vous donner la parole, je rappellerai ce que m'a dit un jeune vigneron, qui a maintenant mon âge, dans les années 80. Ne blâmons pas nos pères. Nos pères ont cru, dans la foulée de la dernière guerre, que, ma foi, les herbicides, les fongicides, etc., ça allait rendre le travail non seulement plus facile, mais aussi plus intéressant, etc. Donc ne blâmons pas nos pères et bravo aux fils qui ont maintenant pris de l'âge d'avoir démarré ce mouvement extraordinaire qui perdure aujourd'hui et dont le premier président a été Dominique. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler que j'ai connu Dominique Lafont, tu ne te rappelles peut-être pas, mon cher Dominique, avec Didier Dagneau, dans les années 80. Didier Dagneau qui, dans la Loire, le nouveau président du BIVB, qui a beaucoup travaillé dans la Loire, il le sait, Didier Dagneau a été un de ceux qui ont réveillé les bonnes pratiques, le terroir aussi, dans le vignoble ligérien. Donc, à toi, Dominique, de parler le premier. Toi, tu étais celui qui a remis le nez dans le lieu, dans le sol, dans la façon de s'y intéresser, de le faire vivre. Alors, labourer, pas labourer, etc. Il y a eu des évocations tout à l'heure, mais en tout cas, il fallait remettre le nez dedans. Et toi, tu as été celui qui a démarré dans cette aventure extraordinaire du geste. T'as un micro, là. Ouais. C'est comme ça que tu me lances, Jackie. Comment ? C'est comme ça que tu me lances. Voilà, oui. Déjà, en préambule, je voudrais dire qu'on est des présidents, mais que derrière les présidents, il y a un bureau, et il y a des gens qui ont bossé. Il y a même des gens qui n'étaient pas au bureau et qui ont eu des bonnes idées.
Ce n'est pas les présidents qui ont fait le geste. Moi, j'en ai pas la prétention. Si on résume la situation dans les années 90, je côtoyais Emmanuel déjà, il y avait Pascal Marchand, il y avait Didier Montchauvet, il y avait une petite CUMA des terres vivantes où on se prêtait un peu des tracteurs et puis on était bien amis, donc on parlait de pas mal de choses et de nos préoccupations. Comme eux, moi j'avais un intérêt pour changer un peu notre viticulture. On ne savait pas trop par quel bout le prendre déjà. Et puis on était dans un environnement qui était un peu compliqué si on voulait évoluer. C'est-à-dire la côte était, on peut dire, sans doute 80% désherbée, par exemple. Et c'était un modèle. Moi, j'ai fait la vitie, j'ai fait un BTS Vitiono. J'ai appris par cœur tous les noms des désherbants, j'ai appris par cœur tous les noms des produits, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié. Non, vous savez, qui rentrent dans la plante systémique, merci. Donc c'était un peu cette ambiance-là. Et en fait, on avait des marchands de produits qui passaient, qui disaient tu mets ça. Et puis on mettait ça parce que nos professeurs nous avaient dit c'est bien, vous mettez ça. Et franchement, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier avec ce que j'ai appris. Et puis, rapidement, moi je peux vous le citer, ma motivation, parce que on parle de bio et tout ça, et ça fait rigoler, mais où il y a des gens qui disent c'est meilleur pour les vins. Ma fille est née au mois de mars 89. Et donc, au mois de mai, les beaux jours reviennent. Un jour, je rentre à la maison et je dis à mon épouse, écoute, là, tu ne vas pas promener Léa en poussette parce que tout le monde traite. Et en le disant, mais ça m'a fait un choc. Je me dis, mais sur quelle planète on vit, quoi? Dans quel monde on vit? C'est chez nous. Et puis quand on commence à réfléchir, on se dit, les désherbants, on les boit. Tous ces produits chimiques, c'est pour nous. Enfin, en premier, on est les premiers exposés. Après, on expose notre famille, on expose nos voisins. Et je trouvais que le système, il n'était pas très cohérent. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait un mec en bio à Meursault. Tout le monde se foutait de sa gueule. Et puis, je pense que dans la côte, il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, l'image du bio, même si ce n'est pas le but d'insister sur le bio, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en bio au geste et qui travaillent très bien, mais où les gens, on pourrait dire progressistes, qui arrêtaient de désherber, qui commençaient à labourer, qui se posaient des questions sur des produits, franchement, on était pris pour des clowns, quoi. C'était pas sérieux. Et je pense que de rencontrer Emmanuel, de rencontrer quelques personnes qui disaient on pourrait peut-être faire autrement, d'y réfléchir. Une des premières choses qu'on a essayé de faire avec cette petite CUMA, merci Emmanuel, parce que c'est lui qui s'en occupait beaucoup, c'est de dire on va essayer de faire du compost. Et moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai dit Manu, moi je voudrais bien du compost aussi. Là-dessus, c'est de l'histoire ancienne quand même, il y a 30 ans. Il y a Cyril Bongiraud qui passait par là, qui s'intéressait à ça. On a commencé à discuter, on a commencé à voir comment on pouvait articuler la chose. Et en fait, ça nous a paru primordial. Faire du compost pour faire du compost et le mettre dans les vignes sans savoir ce qui va se passer derrière, c'était sans doute un peu stérile. Et donc, on a cherché aussi à avoir une structure qui réfléchisse à l'effet de ces composts sur nos sols ou à la pertinence d'utilisation du compost ou au type de compost qu'on devait mettre et étudier les sols, voir quelles étaient les réactions des sols. Et ça, c'est la partie geste. Parce qu'en même temps que le geste, il y a une CUMA qui a été créée qui s'appelait CUMA des terroirs. CUMA des terroirs, dont tu étais le président. Deuxième président, voilà. Et donc, voilà, c'est sur cette base d'idées. Alors, on a fait pas mal de réunions, je n'étais pas encore président, et je pense que vous avez tous pris à des moments ou à un autre des responsabilités. Je suis passé par là au mauvais moment, ils m'ont dit, c'est toi le président. Et je l'ai pris avec... non, mais ça m'intéressait, je l'ai pris avec plaisir. Et enfin, voilà, quoi, j'ai été président.
C'était un moment, moi je trouve que c'était un moment passionnant parce qu'il y avait de l'amitié, on se réunissait dans la cuisine de Cyril. On a mis pas mal de travail. On a cherché à contacter des scientifiques et je crois que Yves, j'ai vu Yves, il n'est pas parti, Yves, il est encore là. On a tout de suite commencé à travailler avec Yves qui a apporté son expertise sur les sols et surtout qui nous a amené du questionnement. Et puis, je vais peut-être ensuite laisser la parole parce que ça, c'est vraiment le début du geste. Il fallait trouver du monde. Je pense que ce que j'ai pu amener, c'est qu'à l'époque, j'étais aussi président des domaines familiaux. Il y a beaucoup de représentants des domaines familiaux qui sont dans la salle ce soir. Et je leur ai présenté le projet et on a amené tout de suite, on pourrait dire, des adhérents de grands domaines qui avaient pignon sur rue. Et je pense qu'il fallait, pour ce départ, il fallait qu'on soit un modèle. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on se plante, il ne fallait pas qu'on soit les uluberlus bio, encore une fois, qui font n'importe quoi dans leur vigne. Donc il fallait mettre du sérieux et l'appui des grands domaines familiaux qui ont suivi le mouvement. Il y a Philippe Jousset qui est là aussi, qui est arrivé très vite. Je t'ai vu, Philippe. Tu dépasses tout le monde. Ah voilà. Et c'était en fait le premier objet. Ensuite, les choses ont évolué et en fait en 2002, c'est Emmanuel qui a pris ma place. Mais ce qui est intéressant, je pense que vous allez le voir, c'est qu'à chaque président, il y a un autre questionnement, il y a des choses qui ont été abandonnées, il y a eu des nouvelles problématiques qui ont été abordées. Et je pense qu'on va le montrer à travers tous les présidents, c'est que le geste, il est vivant et il s'occupe des problématiques d'aujourd'hui. Et donc, ce départ, c'était la première pierre, on peut dire. Manu, c'est à toi. Avant de te donner la parole à Emmanuel, toi, je te reposerai des questions après, puisqu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps, il y a l'avenir. Il faudra que tu parles de l'avenir. Mais peut-être qu'on peut donner la parole à l'animatrice qui était avec toi à ce moment-là. C'était Cyril. Ah, c'était Cyril qui était là. Moi, je ne voulais pas des filles. Non, je rigole, mais... Non, mais moi je suis un ancien. Il y avait, en fait, on n'avait pas les moyens de se payer une animatrice. C'était dur. Bon. Non, mais c'est. Preuve, c'était un animateur et il n'est pas venu ce soir. Ouais, mais non, mais au début, il n'y avait pas d'argent pour une animatrice. Oui. Vous avez de la chance maintenant, hein, d'avoir un boulot. Emmanuel, donc. Toi, c'est vrai que ton père déjà était en bio. C'est déjà ton père qui t'a initié aux méthodes biologiques. Donc il y avait déjà une réflexion dans ta famille. Et, Oui. et tu arrives dans un moment de l'histoire où effectivement on commence à s'interroger. Parce que à l'époque, c'était aussi les pratiques chimiques dans les vignes et l'œnologie qui commençait à se développer interventionniste dans les cuveries, c'était la vérité du moment. Hein, et toi, tu étais de ceux des rares. Moi, j'ai connu aussi l'époque en 68, puis j'ai commencé mes études en 66, où je me suis trouvé, comme on disait à l'époque, écolo de la première heure, et c'est vrai qu'on nous regardait bizarrement. Hein. Donc, toi, tu es le deuxième président du geste. Oui, absolument. Alors, et toi, puisqu'on a préparé la réunion, hein, oui, toi, tu as en particulier développé les problématiques des fosses, si je ne m'abuse. Absolument. Voilà. Mais effectivement, la sensibilité première m'est venue de mon père, qui a commencé de faire du compost dès les années 70. Et de ce fait, j'étais un peu nourri à cette approche, avec effectivement des pratiques bio, voire biodynamiques. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le geste, au départ, s'est beaucoup intéressé, parce qu'on parle du compost, c'est vrai en l'occurrence, mais on s'est beaucoup intéressé à la problématique sol, notamment avec le travail de collaboration avec Yves Héraudy et son laboratoire, puisqu'on avait créé un laboratoire
sur le modèle de la méthode Hérodi. Donc en fait, notre sensibilité première par rapport à la création du geste, c'était vraiment cet espace de réflexion sur les sols, sur le fonctionnement des sols, les problématiques de tassement, les problématiques de compaction, les mauvaises pratiques qu'on pouvait observer à la parcelle. Et effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, dans cette période, si on regardait les coteaux en automne, en hiver, on voyait que des parcelles brunes, quoi. Il n'y avait pas d'herbe, les gens désherbaient dès l'automne, et les quelques-uns qui avaient des parcelles vertes, effectivement, étaient dans une autre approche. Donc cette sensibilité, elle s'est concrétisée donc, par ce travail de laboratoire, d'analyse des sols, et chaque adhérent, en fait, avait ce qu'on appelle une parcelle témoin. Donc dans les parcelles de chaque domaine adhérent, on choisissait une parcelle et qui était censé être analysé chaque année pour voir l'évolution de différents paramètres et notamment la matière organique. Bon, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'une analyse tous les ans, ce n'était pas forcément judicieux parce que sur une échelle aussi courte, les modifications avaient du mal à avoir une lecture. Mais cette parcelle témoin, elle permettait d'avoir des références par domaine, par région, par sous-région. Et à partir de cette réflexion, par opportunité, on va dire, on a eu la chance, enfin Cyril a rencontré Lorenzo Maini, qui est là, à qui je vais donner la parole tout à l'heure, et tout simplement sur le bord de route, quoi. Lorenzo faisait de l'autostop, Cyril s'est arrêté. Ils ont sympathisé, il était à l'université de Bourgogne. Et puis, on a développé une relation avec un projet avec des fosses géologiques que Lorenzo a développé et a mis en œuvre. Donc, ces fameuses zones, ces fameux profils étaient faits sur 2 mètres de large, entre 2 pieds de vigne, et il y avait un côté sur lequel le profil était très respecté et où il faisait tout un travail d'analyse et de relevé, voilà. Mais ça, tu vas le développer bientôt. Et ça a été un exercice assez incroyable parce que même le géologue de l'INAO, qui a suivi certains rendus de fosses, n'était pas conscient de toutes les réalités que Lorenzo a mis en évidence à travers ces fosses. Donc ça, c'était quand même... Parce que ce n'était pas dans l'air du temps non plus. C'était quand même déjà... il y avait quand même un travail de quelques dizaines d'années sur le sujet, quoi. Mais ça a permis aussi pour nous vignerons de découvrir dans les parcelles où on a fait le choix de cette fosse, de découvrir les réalités de notre sol. Certaines réalités, pas toutes certes, mais notamment par exemple, je me rappelle avoir été à un rendu sur les meursault tillés chez Jean-Marc Rouleau, et puis chez Pierre Moret aussi, il y avait une comparaison. Et en fait, je me rappelle que Jean-Marc pensait que, je ne sais plus, dans le bas de la parcelle, il y avait beaucoup de sol alors qu'il y en avait très peu, et inversement. Bon, peut-être je me trompe dans ce que je dis, mais en tout cas, sur le fond, voilà, ça nous a permis de découvrir beaucoup mieux nos réalités de parcelles. Je vais passer la parole à Lorenzo parce que voilà, j'ai retrouvé dans mes archives un document de synthèse de ce travail, puisque une fois que Lorenzo avait fait ses fosses, il y avait une réunion organisée avec bien sûr le vigneron. Les vignerons autour de ces fosses, et puis tous les adhérents du geste qui voulaient venir pouvaient participer. Et c'est comme ça qu'on a vu des choses assez exceptionnelles. Bon, alors brièvement, parce que tu es pas mal bavard, c'est bien d'ailleurs, et il faut qu'on gère le temps. Donc, pas une demi-heure, hein, cher ami. Je prends celui-là, j'arrive.
Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorenzo, le creuseur de trous et des fosses dans les vignes. C'est un peu plus près le micro. Voilà. Métier assez morbide. Finalement, faire du stop dans les routes de la Bourgogne m'a amené à rencontrer d'abord Yves Hérodi. Et en étant étudiant, je faisais une coupe géologique. Et donc, il m'a aidé comme première chose. Et peu de mois après, j'ai rencontré Cyril, qui parlait de géologie, de sol, de compost. Il avait chanté dans l'église de ma ville en Italie, donc tout de suite, s'est créé un lien. Et du coup, je proposais un travail sur les racines, sur la partie cachée des vignes. Et parmi les tout premiers profils creusés a été les perrières chez Dominique Lafont, lequel m'a dit « T'inquiète pas, tu ne vas pas aller loin ». Et j'ai gagné une bouteille de Perrière. Je suis descendu à 1m50, 1m80 et je ne me suis pas arrêté. Évidemment, ce n'était pas la partie basse, je veux dire, c'est là où il y avait plus de terre, mais ce n'était pas toujours au courant. Et donc ce travail de profil, effectivement, comme Emmanuel disait, a donné beaucoup d'informations au niveau géologique, pédologique, mais aussi culturel. C'était une des premières fois où on regardait l'impact du travail de l'homme sur le sol, et donc sur la génétique du sol, et comment la plante exploiter tout ça, c'est-à-dire le profil racinaire. Et ça a été peut-être la première fois qui a été fait de façon aussi systématique dans un vignoble. Les résultats sont justement dans ce livre, qui est complété, évidemment. Maintenant, il y a toujours des choses à faire, à mon avis, sur le travail, l'impact des outils de terrain sur la surface. Donc, je vois qu'en 30 ans, c'était il y a 25 ans, les demandes restent quand même les mêmes, c'est-à-dire comment on peut faire pour améliorer notre pratique et l'expression de ce qui est le potentiel. L'utilité de ce travail peut-être était celui de montrer que ce qu'on a sous les pieds est unique et il vaut mieux le sauvegarder et le préserver plutôt que le chambouler. Il y a tout un chapitre sur les travaux de broyage de roches qui, dans une zone de terroir UNESCO d'ailleurs, devrait être complètement banni et j'espère qu'il le sera. Donc je ne sais pas si c'est... Grand merci, et j'ai oublié, oui, bravo. Et comme j'ai oublié de dire en introduction que le président en exercice, Thibault, va recueillir les interventions de tous les intervenants, 5 à 10 pages, hein, on ne demande pas un bouquin à chacun, mais il faudra que vous donniez donc votre intervention au président, et on pourra ajouter, parce que là, je vais demander bien sûr au président qui donne la synthèse aussi de ce qu'ils vont dire à cette table ronde, et tu pourras bien sûr donner quelques lignes pour le fascicule qui sera édité à l'occasion des 30 ans. Toi, de ton temps, tu avais une assistante, tu avais les moyens, le geste avait les moyens. Donc on peut lui donner la parole. Alors. Ouais. Ce qui était intéressant dans ce travail de comparaison, c'est qu'on a vu, par exemple, il y avait cette réflexion effectivement sur le travail du sol, sur la problématique de l'enherbement, du non-enherbement, du désherbage et tout ça. Et à travers ces fosses, on a vu des situations assez incroyables, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas que je défends ou non le travail du sol, c'est que simplement on a vu des parcelles travaillées avec zéro désherbant et avec des structures qui étaient assez dégradées et des parcelles désherbées parce qu'il y avait de l'enherbement au centre sur des vignes plus larges, des structures qui étaient bien plus belles. Donc ça nous a beaucoup interrogés et c'est aussi un peu à partir de là qu'on avait mené une réflexion et des actions autour des couverts végétaux, puisqu'on avait été un petit groupe dans les années 2000 avec Pierre Masson à être descendu en Italie chez Agrilatina, qui est une ferme, enfin c'était surtout du maraîchage, bon, ils ont grossi avec une ferme aussi agricole à côté, et là ils utilisaient des couverts végétaux avec à l'époque une quinzaine d'espèces différentes, et tournait entre des cultures de production et des couverts végétaux, des engrais verts, avec des sols exceptionnels. Et ça nous avait beaucoup interpellés, et c'est comme ça qu'on a commencé de travailler un petit peu sur ces sujets-là.
qui sont un petit peu tombés rapidement parce que techniquement, comme ça a été évoqué ce matin, enfin tout à l'heure, notamment avec l'intervention de Lionel Ranjard sur les problématiques de l'agroécologie, on a bien vu que c'était pas facile à mettre en œuvre, même si moi je pense que c'est un grand apport, et par rapport à l'avenir et à un ensemble de solutions qui sont à notre disposition et qu'il faut améliorer, il faudra davantage intégrer ces enherbements. Bien, donc tu laisses la parole quelques minutes à... Juste une petite Je anecdote. l'avais dit qu'il est bavard, hein, c'est pour ça que... Excuse-moi, je te demandais d'être bref, mais tu vois, il prend du temps de parole. Non, parce que j'ai une petite anecdote à raconter. C'est que ce travail de synthèse, là, je peux vous dire que le conseil d'administration et moi, on a souffert. On a fait pas mal de réunions pour qu'on obtienne les résultats. Et je pense à tout le conseil d'administration, et Philippe, je vous sais, peut en témoigner. Ça a été un petit peu laborieux. Mais à l'arrivée, c'était très chouette. Merci Lorenzo. A suivi, après Emmanuel, a suivi Étienne, c'est ça ton prénom? A priori, oui. Parce que, ça n'a pas changé. je dis ça parce que j'étais très très ami avec ton paternel, tu le sais, que j'ai eu comme étudiant en plus. Incroyable. Oui, mais dans 4DU, il est venu quand même à 4DU, il a fait 2 mémoires. Il a fait 2 mémoires, ton père. Bon, donc Étienne a pris la présidence en 3, et lui, il a à la fois développé la cartographie et puis il a développé aussi la recherche de fonds. Tout à l'heure, le président en exercice a rappelé l'importance des aides financières, parce qu'on le sait bien, si on n'a pas de moyens financiers, on a du mal à faire fonctionner les structures. Bon. Donc toi, tu as eu ce double rôle d'activer l'intérêt pour la cartographie et l'intérêt pour la recherche de financement, parce que tu sortais d'une expérience de financier, de grand financier devant l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de grands financiers, surtout devant l'Éternel. Mais enfin, merci Jackie. Peut-être avant de revenir sur ce qui a été fait au GEST pendant les années 2005-2011, je voudrais partager avec vous, je dirais, une expérience ou tout du moins un sentiment. Si j'ai voulu m'investir et me consacrer au GEST, c'est parce que le GEST m'a considérablement apporté. Comme Jackie le disait, j'avais une double activité. J'étais dans la banque d'affaires à Paris et en même temps, je revenais progressivement au domaine. Et ces rencontres régulières, cette réflexion nouvelle qui était menée par le GEST m'a considérablement aidé à appréhender mon métier, moi qui n'avais pas eu la chance d'être dans les vignes tous les jours, comme la plupart d'entre vous quand vous êtes vigneron. Ça m'a aussi permis de comprendre ce qu'était un terroir, comment il fonctionnait, comment on pouvait l'exprimer, comment on pouvait le préserver. Et c'était extrêmement structurant dans toute ma démarche et ma carrière de vigneron après. Et donc, quand on reçoit comme ça tant, bien évidemment, ça m'a donné envie de rendre et de contribuer avec mon temps, un peu d'énergie et quelques idées au fonctionnement du GEST. Donc, effectivement, quand je suis arrivé, il y avait un problème principal qui était les moyens financiers. Et... pardon ? Non. Et donc, sortant de ce monde de la finance, enfin, j'y étais encore d'ailleurs, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être trouver des méthodes alternatives ou originales qui pouvaient aider au financement du GEST, des actions et des recherches. Et on s'est orienté vers le mécénat, d'une part, et aussi on a fait appel à la générosité de tous les membres qui contribuaient avec une caisse de vin, si je me souviens bien, qu'on vendait aux enchères à Paris et à Londres, et donc qui apportait des ressources supplémentaires au GEST. Et c'était un mécénat avec la caisse d'épargne qui était à l'époque
mon actionnaire au château de Puligny-Montrachet. Et ça a bien fonctionné, puisque je crois que la dotation était de l'ordre de 100 000 € par an. Et donc ça nous a permis, alors là évidemment, ça nous a permis de pouvoir envisager des programmes de fonds, des recherches plus poussées. Ça nous a permis donc de financer cette cartographie des faciès avec des implications très régulières de Françoise, bien évidemment de Yves. Ça nous a aussi permis de développer un cycle de conférences qui nous a, ce qui a autorisé, ce qui a permis d'élargir cette assise scientifique du geste. Et je pense que c'était quelque chose d'important. L'ADN du geste, c'est de réfléchir autrement, mais quand on peut l'adosser à une démarche scientifique, quand on peut l'adosser à une rigueur de réflexion scientifique, ça me paraissait d'autant plus valable et d'autant plus rigoureux. Et on a aussi développé le geste comme un centre de formation, et c'est là où on a débuté les formations. Alors à l'époque, je n'avais pas d'assistante, puisque c'était Emmanuel Franquet. Les assistants sont venus bien après d'ailleurs. Non, mais Florian est venu effectivement juste après. Mais c'était Emmanuel Franquet qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il a joué un rôle considérable dans l'animation de tous les jours, enfin tout ce que vous pouvez témoigner. Et bien évidemment, sans lui et sans tous les gens qui ont participé au conseil, qui ont participé aussi à mettre en place des actions et des conférences. Tout ça est une œuvre collective. Et c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui est très important de souligner. C'est que c'est pas un ou deux ou trois hommes, c'est une démarche collective qui se nourrit du collectif et qui nourrit le collectif. Voilà, alors après, parce qu'on m'a demandé d'être bref, je vais passer la parole à Jean-Claude. Il y a eu l'affaire Tournesol, et l'affaire Tournesol, peut-être que Jean-Claude peut en parler. Non, c'est pas toi qui vas en parler, mais en gros, c'est un projet qui s'appelait Le Soleil dans les enjambeurs. En fait, il s'agissait de remplacer le gasoil par de l'huile de tournesol, qui était un projet qui était à la fois aussi ambitieux que séduisant, mais qui s'est heurté à des difficultés à la fois techniques, des difficultés économiques énormes, et qui ont lassé une partie des adhérents du geste, ce qui fait qu'à la fin de ce projet, et qui correspondait à la fois au début de ta mandature, il fallait redonner un souffle nouveau et oublier cette aventure un petit peu malheureuse, mais qui était à nouveau, qui était en avance sur son temps, évidemment. Et c'est là où Jean-Claude est arrivé. Merci, mon cher. Avant de donner la parole à Jean-Claude, comme tu t'es occupé de dynamiser les travaux de cartographie, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui, avant Françoise, avait initié ce mouvement-là. Grâce à Noël Deneuve, qui me l'avait présenté, c'est Robert Lautel. Robert Lautel qui avait d'ailleurs un projet, mais il est décédé brutalement un hiver, et on n'a pas retrouvé ses planches, et il devait faire un livre sur l'ensemble de la côte. Et Robert, par exemple, à Gevrey, où on avait initié une dynamique autour du roi Chambertin, c'est lui qui, dans les années 80, faisait ses cartes, moins sophistiquées que celles de Françoise, bien sûr, à la main. J'en ai encore 4 ou 5 chez moi, dont 2 que j'expose. Et c'est vrai que ce travail est important parce que pour comprendre ce qu'on appelle terroir, pour comprendre pourquoi cette Bourgogne qui, dans les années 30, a opté pour non seulement le terroir comme organisateur des AOC, mais la hiérarchie, les grands crus, les premiers crus, les villages, l'appellation régionale, qui était plus tellement visible
quand on avait banalisé la viticulture avec le tout chimique et l'œnologie interventionniste. Et donc, ce travail de cartographie est un travail immense qui sert aujourd'hui encore, bien évidemment, beaucoup aux viticulteurs. Bon, donc... tiens. Juste un petit mot, non, parce que c'est toujours désagréable de citer quelques noms et d'en oublier d'autres. J'avais cité l'intervention très régulière de Françoise et de Yves, qui ont contribué de manière tout à fait essentielle aux réflexions du geste et à la progression de la connaissance. C'est aussi à ce moment-là qu'on a contacté François Dalle. C'était le premier contact, et quand on voit l'impact du travail que François a fourni pour quasiment chacun de nos domaines, c'est considérable. Et je suis très heureux que ça soit arrivé quand j'étais... C'est important parce que la Bourgogne d'aujourd'hui, la viticulture d'aujourd'hui, c'est une affaire de personnes qui sont engagées. Bon, Jean-Claude, toi, tu as eu la lourde tâche de succéder à Étienne, ça ne devait pas être facile, et de te lancer en particulier dans cette merveilleuse idée de conservatoire, dont Aubert, qui est, tu as bien fait de le rappeler, Thibault, un des premiers à avoir construit ce qu'on appellera le geste. Aubert qui dirigeait... Oui, non, mais avant le conservatoire de Jean-Claude, Aubert avait initié avec Feltzmann, Denis Feltzmann, déjà un conservatoire. Et l'idée de Jean-Claude, ça a été d'aller encore plus loin, pas se centrer exclusivement sur le pinot fin et le chardonnay, mais aussi d'explorer toute la diversité du patrimoine dont Gérard a parlé merveilleusement bien, ce riche patrimoine des cépages. À toi la parole, mais tu avais peut-être quelque chose d'autre à dire avant. Non, mais je me ça. rappelle de cette assemblée générale assez compliquée qu'on avait vécue. Et le geste, pour moi, était une association tellement extraordinaire avec cet acquis. Donc c'était inconcevable qu'on ne reparte pas sur un avenir. Et j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir rencontré des Alsaciens qui m'avaient prévenu de la possible disparition de la collection de Vassal, qui avaient récupéré les cépages et commencé de planter leur propre collection. Et j'ai proposé l'idée de faire la même chose en Bourgogne, c'est-à-dire de récupérer... Je t'interromps une seconde parce que ton micro n'est pas très près. Est-ce que vous l'entendez bien au fond? Ça va? Ça va? Ouais, comme bon, ça vas-y, Jean-Claude. Okay. Excuse-moi. Oui. Donc, j'ai proposé de créer un conservatoire donc, en Bourgogne, à Beaune. On a eu la chance d'avoir le BIVB qui nous a aidés en nous finançant, et puis la TVB nous proposait un terrain. Donc, on a commencé d'explorer un petit peu cette piste-là. Évidemment, le conservatoire de Vassal n'était pas très sain, donc il a fallu analyser chaque cépage pour essayer de trouver ceux qui étaient indemnes de virose. Que nous, on avait une vocation quand même beaucoup plus scientifique. On voulait faire un travail très sérieux. Donc, on voulait des plants qui étaient sains, qu'on puisse cultiver, récupérer et porter vers l'avenir, de façon à reconstruire un patrimoine pour l'ensemble des viticulteurs. Donc ça s'est très très bien passé. On voit sur la photo, regardez la joie qui nous anime. J'ai bien fait parler de joie. Oui. Non mais ça a été une expérience extraordinaire parce que il y a eu une mobilisation énorme. Et on a planté notre conservatoire. Et puis, quand on a eu les premiers raisins, c'était déjà très très beau parce qu'on avait des feuillages, des défeuillaisons de plein de couleurs. Enfin, c'était une très très belle expérience. Et puis, aujourd'hui, on a suffisamment de raisins pour les vinifier. Le BIVB nous fait un travail de micro-vinification extrêmement intéressant. On les déguste. Et il est en train d'émerger quelques cépages très très intéressants dans ces vieux cépages qu'on va essayer de redévelopper. Et donc on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça a été quand même ce conservatoire le début de notre travail, en plus sur le matériel végétal, à côté de ce qu'on avait fait sur les sols. Merci, tu as été concis et super. Voilà.
tu donnes la parole parce que toi, tu avais la chance d'être assisté. Alors moi, j'avais la chance d'avoir Florian oui. avec moi, oui. Eh oui, oui, donc tu pouvais tranquillement présider. Je pouvais présider. Du coup, c'est à moi? Oui, oui. Oui. Ah oui. Voilà, donc là, vous me voyez en train de planter. Donc, Floriane Vidalou, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que tout le monde ne me connaît pas dans la salle. Effectivement, j'étais donc pas vraiment une assistante, désolée. J'étais donc une animatrice technique et administrative, parce que effectivement, les présidents ont beaucoup fait, les adhérents ont beaucoup fait, les CA ont beaucoup fait. Mais la mise en œuvre, c'est quand même beaucoup les animatrices et Manu Franquet, animateur aussi. Donc effectivement, l'assistance, c'est pas les mêmes missions. On avait des missions un peu différentes. Et désolé de ne pas avoir bien en tête les différentes, parce que ça a de l'importance, bien sûr. Tout à fait. Les, C'est pour ça qu'on est là, parce que nous, les on a en fonctions tête. sont essentielles, voilà. Donc, Voilà. Tout à fait. Donc voilà, nous on sait ce qu'on fait comme mission, donc pas de problème, on peut en parler un petit peu. Donc effectivement, il y a eu ce travail au niveau du conservatoire, il y a eu tout un travail au départ de défrichage, de bibliographie. J'ai lu l'ampélographie du Viala Vermorel pour voir un petit peu les cépages qui étaient arrivés en Bourgogne, ceux qui étaient originaires de Bourgogne, mais ceux qui avaient traversé la Bourgogne aussi. On est allé visiter différents conservatoires, les Charentes, Vassal. On a eu des liens avec plein d'autres associations, les cépages modestes, l'association Pierre Gallet aussi. On avait des liens étroits avec Vigne Vivante et les Alsaciens, comme le disait Jean-Claude, qui avaient travaillé déjà, eux, un tout petit peu avant sur la récupération de leurs cépages. Donc en fait, avant cette mise en œuvre et cette plantation, il y a déjà eu tout un travail de partenariat, de rencontres, et on est allé aussi à Bissy-sur-Flay. D'ailleurs, Jean-Claude, tu étais intervenu aux Journées Pontus de Thiars pour parler des anciens cépages bourguignons. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des petites mains aussi derrière qui font du travail au quotidien. Et on n'a pas oublié non plus les sols, puisque moi j'étais formée méthode érudit, donc je faisais aussi des diagnostics de sol pour les adhérents. On continuait le travail, on va dire le fil rouge de la jeunesse du geste. Et puis il y a eu aussi un gros travail de fond dont on n'a pas trop parlé, qui était de fédérer à nouveau des vignerons autour des valeurs du geste, puisque quand je suis arrivée, c'était un peu le creux de la vague, comme vous l'avez dit, avec la fin de la CUMA des terroirs. Il y avait à peu près 65 adhérents, et en 7 ans, un peu plus de 7 ans, on est monté à 120 adhérents. Donc ce travail-là, il était hyper important aussi, de relancer une dynamique, et grâce au conservatoire, on a pu trouver peut-être un nouveau souffle pour cette association. Voilà. Ah, grand merci. Et puisque tu... Et puisque tu as évoqué, tu n'es pas la seule bien sûr, parce qu'il a eu un rôle décisif dès le début, Yves, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, il n'a pas changé, il n'y a que sa barbe qui a blanchi. Ouais. Bon, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, c'est donc, vous avez vu cette époque où on a tissé des liens avec beaucoup d'autres associations, et en particulier on a rencontré l'atelier paysan, qui nous a aussi fait beaucoup avancer sur les problèmes techniques, puisqu'on a construit avec eux un semoir pour enjambeurs, et puis on avait d'autres projets aussi. Donc ça a été cette ouverture, cette volonté d'ouverture sur l'ensemble des associations viticoles sur les cépages et tout, quoi. Voilà. Ouais. Merci Jean-Claude. Et ce travail autour du conservatoire extraordinaire, tu as évoqué les cépages modestes, et moi j'ai envie d'évoquer aussi ta grande modestie derrière ta grande compétence et ton engagement tellement essentiel que j'ai envie de le souligner. Bon, président en exercice maintenant. Bref. Je vais être extrêmement bref. Je suis le seul président qui a essoré 3 animatrices. 2, j'espère pas 4. Donc, non, moi j'ai pris cette tâche, on va dire,
Jean-Claude m'a demandé, il y a maintenant en 2018, ça commence à faire quelques années, de reprendre la suite. Et j'ai trouvé que justement, tu parlais de Jackie, de l'humilité de Jean-Claude et de toute sa volonté de vouloir bien faire et puis d'œuvrer pour le bien commun. Je trouvais que c'était un beau projet. Ça fait depuis 2004 que je suis au GEST, assez rapidement après la création du domaine. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un projet qui était noble et surtout qui était nécessaire. Et tu l'as bien évoqué, Florian, le fait d'avoir un certain nombre d'adhérents. Et effectivement, je le disais tout à l'heure dans le discours d'ouverture, c'est que c'est ensemble, plus on est nombreux, plus on est fort. Et il y a vraiment cette volonté à un moment donné de cet échange. Et cette idée, ce qui est très important, c'est ce qui a été initié d'ailleurs par Florian et par Jean-Claude, c'est aussi effectivement un vrai sujet, c'était le matériel végétal. Et le matériel végétal, et donc on a eu la chance de rencontrer François Dalle et un certain nombre de vignerons du centre Val-de-Loire, notamment de Sepsicavac, qui sont là aujourd'hui. Et je les remercie, puisque en fait, ils ont développé un modèle de connaissance sur les cépages, et notamment il y avait une problématique avec le Sauvignon, notamment le dépérissement. Et comme vous le savez tous vignerons, on a aussi des problématiques de dépérissement avec notre vignoble. Et il fallait prendre un petit peu le taureau par les cornes et de se dire, il faut qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui pour peut-être éviter le drame de demain. Et en mettant l'accent sur un certain nombre de problématiques, notamment la problématique à la fois de la sélection massale, de la sélection évidemment du porte-greffe, de la qualité des porte-greffes, mais également de la qualité du greffage et des pépiniéristes. Et donc il s'est retrouvé qu'on a fait une association qui s'appelle Geste Sicavac, pour lequel on a fait une sélection de 200 lignées de pinot noir plantées en centre Val-de-Loire. Et on a d'ailleurs sorti ces premières sélections l'année dernière, sur des premières plantations de ces sélections l'année dernière. Et tout ça, évidemment, beaucoup aidé, voire le moteur, ça a été François Dalle dans la sélection, puisqu'ils ont travaillé énormément ensemble, hein, notamment avec toi, Agnès. Vous avez fait toutes les sélections ensemble sur le pinot noir. Et donc peut-être que tu peux en parler parce que ça a été un travail de longue haleine. Donc il y a eu ce premier travail sur le pinot noir, maintenant sur le gamay. Et puis l'avenir, c'est le chardonnay. Pardon. Oui, effectivement, c'est bien de citer Sepsicavac qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui, puisqu'en fait, ce projet il n'existerait pas sans tout le travail qu'ils ont mené pendant plusieurs décennies. La question centrale étant la qualité du plant de vigne. C'est l'une des problématiques importantes aujourd'hui. Et ils se sont posé la bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour élaborer des plants de qualité. Et ils ont mené tout un travail ils ont visité des pépiniéristes, ils ont établi un cahier des charges assez rigoureux, assez strict, et des pépiniéristes partenaires les ont suivis sur ce projet. Donc ce projet existait déjà sur Sauvignon Blanc et ils sont venus nous trouver pour nous proposer de faire un partenariat et de proposer ces mêmes plans qualitatifs, mais cette fois-ci avec Pinot Noir et Gamay. Donc on est parti avec François à partir de 2020. On a fait des sélections pendant 3 ans. 3 ans pour le Pinot, 3 ans pour le Gamay, chez les adhérents du Geste. Donc ça, c'est quand même à souligner, c'est qu'on a des adhérents qui ont mis à disposition du collectif leur sélection massale. Et on peut les remercier parce que c'est des fois un travail sur plusieurs générations. Et donc ces plans, une fois passés au grill, j'allais dire sur 3 ans, ont été surgreffés sur une vigne mère de Greffon qui est dans le Sancerrois, à Saint-Père. Et ces greffons après sont envoyés chez les pépiniéristes partenaires. Donc juste en quelques mots, parce que c'est vrai qu'on est un peu à la bourre, le cahier des charges, en fait, il y a quelques points importants, notamment sur la manière de conduire les porte-greffes. Ce sont des porte-greffes qui sont palissés, donc on le voit sur une des photos là, ce qui n'est pas vraiment la norme dans la pépinière viticole, hein, c'est plutôt des porte-greffes qui courent au sol. Et là, c'est une nécessité et ça nous permet en plus de demander de suivre un mode de conduite proche de l'agriculture biologique. En plus de ça, il y a des contraintes au niveau du tri des greffes, de la taille, etc. Et donc, pour garantir aux adhérents que ce cahier des charges est bien suivi, on va, avec le directeur technique de Sepsicavac, Jean-Baptiste Roblin, on va aux différentes étapes de l'élaboration des plans
contrôler chaque pépiniériste pour voir si tout se passe conformément. Et voilà, donc l'idée de ce projet qui est très chouette et qui est totalement, je pense, dans l'ADN du geste, c'est de réunir des différents acteurs de la filière, les vignerons d'un côté, les pépiniéristes de l'autre. La problématique de la qualité des plants est hyper importante et je pense qu'on a quand même tendance à énormément mettre la faute sur les pépiniéristes et malheureusement c'est un métier qui est compliqué, qui est mal connu. Ce qui est très symptomatique, c'est que quand vous commandez vos plants aujourd'hui pour demain, en fait ça ne se passe pas comme ça. Un plan c'est plus d'1 an pour être produit. Et donc l'idée c'était de remettre du lien et de la discussion entre les différents acteurs. Et en plus de ça, ça nous a permis de nous marier. On en parlait avec l'ancien président Pierre Morin. C'est un partenariat avec une structure d'une autre région. Et c'est hyper chouette en fait de se dire qu'on a des problématiques communes, mais on n'a pas les mêmes réalités. Et pourtant, voilà, on travaille au-delà de notre ODG, au-delà de notre région. Et on a un partenariat qui est hyper précieux. On s'est appuyé sur leur expertise technique. Ils étaient bien meilleurs que nous sur toute cette question-là. Donc, voilà, c'est tout à fait dans l'ADN du geste que d'être dans cette dynamique, dans ce partage. Et en plus de ça, voilà, c'est des vignerons très chouettes et on s'est toujours bien marré à chaque fois qu'on a fait des missions de contrôle ou qu'on était accueillis chez eux. Donc voilà, c'est vraiment un beau projet et qui se poursuit, puisqu'en plus des pinots et des gamets qui sont disponibles, on va faire ce même travail sur les chardonnays. Je pense que vous avez dû recevoir un message des animatrices au sujet des prospections dans vos parcelles. Donc voilà, si les plans vous intéressent, je vais finir là-dessus. Ils sont réservés aux adhérents du GES et de SICAVAC. Les quantités sont limitées. La nécessité, c'est de commander bien avant, donc 18 mois, puisque c'est le temps de faire les plans. Et voilà, si vous avez plus de questions ou que le sujet vous intéresse, vous pouvez en parler avec les animatrices actuelles. Voilà. Oui, de toute façon, après la table ronde, on aura une série de questions dans la salle, bien sûr. Pas trop longtemps. On est un peu à la bourre, si vous voulez à l'apéro, pas trop tard. Mais avant de donner la parole à la salle, quelques mots de chacun sur l'avenir. Dominique, l'avenir. Il est devant nous. Je voudrais revenir sur un point et je voudrais surtout remercier, ils sont les deux là, ils sont les deux présidents, Jean-Claude et Emmanuel, parce que quand on a commencé le geste, vous étiez tellement en avance sur nous et vous avez eu la gentillesse de partager vos expériences et de nous intégrer. Et vous avez vraiment été des moteurs tellement importants. Je me souviens de conférences que tu avais fait, Jean-Claude, au domaine familial où tout le monde avait les yeux écarquillés de ce que tu nous présentais sur la bio, sur la biodynamie. Bon, Emmanuel, je veux dire, tu étais très en avance aussi sur ce qui se passait à l'époque. Et je pense qu'on peut les applaudir tous les deux, parce que sans ces deux personnes-là... Et puis, pour parler d'avenir, je pense qu'il y a d'intéressant, vous avez eu une succession de ces 30 ans, 5 présidents, des collaboratrices, dès qu'on a eu de l'argent. Et ce que vous avez vu, c'est qu'on est parti du sol, on parle de plants, on parle de couverts végétaux. Et il y a des sujets qui tournent déjà. On réfléchit aux impacts des changements climatiques. On réfléchit aussi à l'adaptation qui sera nécessaire. Et là, il y a vraiment un travail énorme, à mon avis, à fournir. Moi, il y a une chose aujourd'hui qui me préoccupe, que j'ai dans ma tête, c'est qu'avec les climats qu'on a aujourd'hui, apparemment, ce qui est annoncé, c'est qu'on va avoir à peu près autant d'eau qu'avant, mais ça ne tombe pas de la même façon, ça tombe par gros paquets, puis après il fait sec. Et même si la vigne elle est bien résistante, elle a quand même besoin d'eau. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à nos pratiques du sol, de travail des sols, des couverts, parce qu'un des sujets, ça va être de garder l'eau dans les sols pour pouvoir passer la saison jusqu'au vendange sans avoir des vignes en souffrance.
Moi, je vous avoue, aujourd'hui, bon, je travaille beaucoup moins, mais quand je vois chez nous un tracteur qui laboure, je me dis, mais est-ce qu'on le fait au bon moment? Est-ce qu'on le fait avec les bons outils? C'est quoi l'effet? Est-ce qu'on perd de l'eau? Est-ce qu'on fait ça bien? Bon, sur les couverts végétaux aussi, ça a un rôle, à mon avis, dans cette gestion de l'eau dans les sols. Mais bon, comme les composts, déjà à l'époque, ça améliore la capacité de rétention en eau des sols. Mais ouais, pour moi, c'est un questionnement important. Et je pense que vous êtes déjà à l'œuvre pour réfléchir là-dessus. Mais il y a beaucoup à faire. Il y aura toujours. La viticulture, c'est de tout temps, c'est réinventé. On n'est pas face à la crise phylloxérique aujourd'hui. Donc, on va trouver des super solutions tous ensemble. Il y aura déjà, à la fin de la dernière intervention de François Dalle, apportera déjà un certain nombre de, peut-être pas de solutions, mais d'explications sur la gestion hydrique. Puis il y a le livre d'Yves Hérody qui va bientôt sortir. On attend que ça. Emmanuel, je compte sur toi pour faire bref, s'il te plaît. Je compte sur toi pour faire bref. Alors, je vais faire bref. Dominique a évoqué évidemment toutes les problématiques climatiques auxquelles on est tous confrontés. Donc, pour moi, c'est encore le sol sur lequel on a énormément de travail à faire. Moi, je pense que les approches agroécologiques, elles sont essentielles, mais on voit bien les difficultés par rapport aux densités de plantation. Je pense qu'on aura du mal à ne pas aborder ces problématiques-là dans l'avenir. Et puis une préoccupation un peu plus d'actualité, c'est les problèmes. Enfin, je crois qu'il y a une intervention de Lionel Rangeard sur le cuivre tout à l'heure, mais d'un point de vue législatif, on voit qu'on est de plus en plus mis en difficulté avec l'ANSES et les dernières décisions qui ont été prises. La problématique de la dose, c'est une chose, mais tant qu'on n'a pas des propositions qui sont dans un esprit de produits renouvelables, on ne peut pas se passer du cuivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, même les personnes qui sont en conventionnel utilisent le cuivre et seront pénalisées par rapport à la nouvelle réglementation si elle se met en place. Donc, moi, j'appelle à tous mes collègues qui veulent se manifester sur ces problématiques-là avec la CAVB. Nous, à Bio-Bourgogne, on essaye aussi de mener des actions. Demain, on a une visioconférence avec la FNAB. Mais voilà, ça, c'est du court, du moyen et du long terme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas ou peu de propositions de produits alternatifs. Et depuis que je suis vigneron, on a bien vu que jamais on nous a... enfin, il y a très peu de recherches qui ont été faites sur des produits alternatifs. Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est une crainte, enfin, c'est un vrai sujet qu'il va falloir aborder d'une façon frontale. Étienne. L'avenir. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les axes, les thèmes de recherche ou de réflexion qui pourraient être menés. Je voudrais peut-être plutôt qu'évoquer encore d'autres axes, parce que c'est déjà un programme de travail très très fourni, c'est revenir sur ce qu'est le geste, l'ADN du geste. L'ADN du geste, c'est un cercle de réflexion alternatif, si je puis dire. Ça s'est constitué comme ça. Le geste a grandi, le geste a mûri, et je pense qu'il peut être une excellente interface parce qu'il y a un retour d'expérience extraordinaire. Vous êtes tous vignerons, passionnés, attentifs, et ce retour d'expérience peut être très utile pour la recherche, pour les scientifiques qui, eux, travaillent plus in labo, enfin dans des laboratoires, et qui n'ont pas forcément tout ce retour d'expérience. Et je me rappelle les propos de Yves qui disait que tout, absolument tout, part du terrain et de l'observation sur le terrain. Et si le geste pouvait continuer et se renforcer en étant une merveilleuse interface, enfin une interface très, très utile
entre cette réflexion un peu alternative et ces idées qui sont lancées comme ça pour rechercher, pour répondre à des sujets concrets, et le monde de la recherche qui est plus établi, plus concentré sur des recherches fondamentales. Je pense que le geste a un vrai rôle à jouer, et c'est à nouveau grâce au concours et au retour d'expérience de chacun d'entre vous. Merci, Étienne. Merci. Ouais. Jean-Claude, on t'écoute sur l'avenir. Je vais aller un petit peu plus loin qu'Étienne, puisque 30 ans, c'est l'âge adulte. Nous avons une association qui aujourd'hui a une intelligence collective qui est absolument extraordinaire. Quand on regarde le cumul de notre savoir-faire, on est vraiment les personnes les plus compétentes pour décider de l'avenir de notre métier, de l'avenir de notre part, la belle viticulture bourguignonne. Donc aujourd'hui, dans un monde où on nous impose des règles de plus en plus abstraites, ridicules, je vais peser mes mots, mais bon, aujourd'hui, il va falloir réellement affirmer le refus d'un certain nombre de choses, et puis réfléchir ensemble avec le monde scientifique, avec le monde juridique, et faire des propositions sur les règles qu'on est prêt à accepter, et sur les règles qui nous semblent les plus justes. Il ne faut pas avoir peur de ça. On l'a déjà fait. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand on a eu le problème de la flavescence dorée, on a voulu nous imposer 3 traitements insecticides obligatoires sur l'ensemble des vignes de Bourgogne. Ça a été un non significatif au niveau des viticulteurs. On n'a pas fait que ça. Il y a un collectif qui a été créé. Je remercie les gens qui sont investis dedans parce qu'il y a un travail considérable qui a été fait. On a fait des propositions, on a été voir des scientifiques, on a pu faire des propositions sur la bonne manière que l'on voyait pour gérer le problème de la flavescence. Les institutions ont dit d'accord, on vous suit, parce que c'était censé, c'était intelligent ce qu'on avait fait, et on a résolu le problème de la flavescence. Je prends un autre exemple, regardez les ODG qui ont créé leurs propres règles, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'anticipation sur l'avenir, certaines ODG même avec une très belle créativité. Je me rappelle de Meursault qui a été un petit peu plus loin sur les cépages, sur les modes de conduite, etc. Donc cette intelligence collective, il va falloir qu'on la mobilise de plus en plus, à la fois pour défendre notre profession et pour construire notre propre avenir. Voilà. Merci. Bravo. Président est en exercice et je te laisse maintenant animer la fin de la réunion. Parce que Mais je pense qu'on... aussi qu'est le maître des horloges. Alors effectivement, moi je vais laisser plutôt parler mes animatrices actuelles, donc Mathilde et Aline, qui sont avec qui j'ai énormément de plaisir. On a tous énormément de plaisir à travailler avec notre conseil d'administration, parce qu'effectivement c'est nous qui sommes devant la scène, mais il y a une équipe derrière et chacun œuvre d'une manière incroyable avec une compétence absolument extraordinaire, et quelquefois je me retrouve à avoir des conversations avec les membres du conseil d'administration, et je vous avouerai qu'il y a des moments où je ne comprends pas tout ce qu'il me dit parce que c'est tellement technique, et je pense que moi l'avenir effectivement du geste, et notamment c'est ses adhérents, et c'est tout ce qu'on peut apporter. Vous avez en face de vous la formation, c'est-à-dire la connaissance, et d'arriver à nous spécialiser de plus en plus pour être finalement de plus en plus fort. Je voudrais qu'on dise un mot, et je vais laisser la parole donc peut-être à Aline ou Mathilde. Mathilde, concernant justement Bonsoir toute à tous. cette formation. Merci Thibault, on va intervenir en tandem avec Aline. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Merci à vous pour ce retour dans le passé, dans l'histoire du geste. On a essayé de reprendre sous forme d'un nuage de mots là, finalement un petit peu tout azimut les thématiques qui avaient été abordées au cours de ces 30 années. On voit que la slide est très remplie, on a dû se limiter, on est resté sur des mots-clés, mais ça nous paraissait important de reprendre ça et de voir que c'était vraiment un passé qu'on peut qualifier de riche en réalisation. Beaucoup de choses ont été faites avec toujours des valeurs et une envie d'aller vers l'autonomie des vignerons. C'est quand même quelque chose qui vous a porté depuis le début, une indépendance
et puis de pouvoir travailler énormément, on l'a vu dans tout ce que vous avez dit, on ne va pas le reprendre, mais sur la connaissance des sols et des terroirs, le matériel végétal, etc. De nombreux projets qui ont été réalisés en lien avec le monde scientifique, il y en a quelques noms qui apparaissent là, avec le monde scientifique ou alors avec la filière viticole et les organismes de notre filière. Il y a eu des projets avec l'INRA, type Ecovitisol, mais vous nous en aviez cité énormément quand on a des travaux sur le Cournouet, des travaux sur les mycorhizes, avec l'INRA également. Beaucoup de choses qui ont été produites. Et puis toujours des valeurs qui étaient partagées, fédérées, formées, transmettre, et étudier, aller toujours plus loin dans la connaissance en partant du terrain, comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, et de pouvoir derrière se l'approprier dans vos vignes. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de se projeter vers l'avenir. Vous avez joué le jeu et fait cet exercice chacun l'un après l'autre pour nous dire un peu les thématiques sur lesquelles vous voyez les pistes à suivre pour l'avenir. Dans ce nouveau nuage de mots, on voit qu'il y a plein de mots qui restent parce qu'en fait, c'est quand même l'ADN du geste. On va situer l'action dans la continuité. On retrouve l'innovation, la formation, le partage, l'étude, améliorer la connaissance, ce lien avec le monde scientifique, avec la filière. Et aujourd'hui, les projets qui sont engagés, on peut citer en particulier Grève Bourgogne, tu nous en diras un mot, Aline, le projet Variété Héritage, qui est un projet sur le conservatoire des anciens cépages bourguignons. Au moment où ce conservatoire a été mis en place, il y avait cette vraie volonté de préservation du patrimoine, de garder cette mémoire, mais aussi de préparer l'avenir. Et aujourd'hui, c'est une base formidable pour mieux connaître ces cépages. On a vu tout à l'heure 49 cépages qui sont présents sur le conservatoire. C'est un vivier à exploiter pour des suivis agronomiques et des microvinifications, et qu'on va pouvoir déployer. Ce travail il a déjà été mené depuis un certain temps, et on va pouvoir encore enrichir ces connaissances grâce à un travail qu'on mène en particulier avec le comité Bourgogne, pour pouvoir faire de plus en plus... on a sélectionné une vingtaine de cépages parmi ces 49 cépages pour faire des microvinifications, amener de la connaissance pour se dire ces cépages-là, c'est aussi des pistes d'adaptation. C'est un travail qu'on mène aussi en lien avec le syndicat des Bourgognes pour que ça puisse se retranscrire, pour que ça devienne des moyens d'action. Il faut que ça puisse se retranscrire dans nos cahiers des charges. Et pour ça, on a besoin de ces connaissances pour pouvoir choisir et puis étayer pourquoi on fait ces choix. Oui, on avait prévu de vous montrer cette diapo aussi pour reprendre une idée qui est forte quand même. On a parlé d'autonomie, on a parlé d'indépendance du geste, mais ce qui est aussi très important dans les valeurs du geste, dans l'ADN du geste, c'est que c'est un travail on est indépendant mais pas isolé. C'est un travail en lien avec de nombreux partenaires, comme vous l'avez rappelé, que ce soit en Bourgogne, hors Bourgogne. Et donc c'est quelque chose qui est important pour nous. On vous remercie pour beaucoup d'entre vous d'être présents aujourd'hui. L'assemblée d'aujourd'hui est assez représentative du fait que le geste il soit vraiment intégré dans tout ce réseau. On a parlé de projets collectifs, de force du collectif, et c'est aussi de faire travailler ensemble toutes ces structures. Et puis... je continue, je te passe la parole après. Pour le moment, on n'a pas encore parlé des gesticulations. C'est des conférences qui ont été mises en place depuis la fin 2024 et qui se font maintenant régulièrement en partenariat avec la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne. C'est un partenariat qu'on trouve très fructueux et gagnant-gagnant. Ça nous permet on a déjà organisé 5 conférences de cette manière dans les cités des vins, donc à Beaune, mais aussi à Mâcon
et Chablis. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rassembler et de partager, notamment en lien avec le monde scientifique et les connaissances scientifiques. Vous avez vu, on aime bien jouer avec le mot geste, on a de l'imagination, c'est le résultat de travaux fructueux du conseil d'administration. Donc gesticulation. De nombreuses bouteilles surtout, de nombreuses bouteilles. De nombreuses bouteilles, ouais, ça perd trop. Comme ça a été dit depuis le début de ces interventions, c'est vrai que le geste, donc ça a commencé autour d'échanges autour de fosses, et finalement, ça a quand même toujours été l'ADN du geste de se retrouver sur une thématique et puis d'échanger entre vignerons. Et puis, voilà, avec le temps, on a un peu perdu, on n'avait plus de temps vraiment dédié à ça. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire repartir ces temps d'échange. Donc, il y en a déjà un qui a eu lieu, avec Elisa Marguerite, qui est une scientifique, et on a vraiment pris un temps d'échange très riche avec elle. Donc voilà, le lien avec les scientifiques, c'est aussi un lien qu'on veut conserver dans le temps, et puis chacun s'enrichit en fait de ses savoirs, le savoir en fait paysan que vous avez, vigneron, sur le terrain, est tout aussi intéressant que le savoir scientifique, et du coup échanger entre ces deux milieux-là, c'est vraiment génial pour l'avenir et pour évoluer tous ensemble. Donc ça, c'est le premier temps d'échange qu'on a remis en route là il y a un mois à peu près, et on a décidé de relancer régulièrement des temps d'échange. Donc on a aussi nommé geste à la parole parce qu'on aime bien jouer avec le mot geste. Le prochain sera au domaine Joblot le 9 janvier, et ça sera sur la destruction des couverts végétaux. On a beaucoup parlé justement des couverts depuis le début des interventions, donc je pense que ça peut être très intéressant aussi de se retrouver tous ensemble dans un domaine et de voir un petit peu vos pratiques, vos choix, et de voir comment on peut finalement apprendre des erreurs ou des réussites de chacun. Voilà, et surtout les thèmes. Bien sûr, on définit certains thèmes quand on a nos conseils d'administration. On a toujours beaucoup d'idées, mais c'est aussi vous, les ambassadeurs de l'asso, donc c'est aussi à vous de nous faire remonter vos intérêts et que nous, on puisse construire en fait des temps d'échange autour de ces thématiques. Donc n'hésitez pas en fait à venir nous dire les thématiques qui vous intéressent pour qu'on puisse proposer aussi chez vous des temps d'échange comme ça, entre pairs. On est dans la bienveillance, on est dans l'écoute, donc le but, c'est vraiment d'avancer ensemble. Bien, merci. Ça, on a parlé. Alors, le président m'a dit qu'on a pris beaucoup de retard, donc pas de questions. En revanche, je rappelle à tous les intervenants qui doivent envoyer leur copie à Thibaut. Et les présidents anciens se doivent aussi de faire un petit topo. Voilà. Ah bah tu peux. Jackie, juste avant, on va terminer les quelques idées qu'on voulait vous transmettre. Ah bah bien sûr, excuse-moi, fallait. Donc, on a parlé du fait que le geste était organisme de formation. Il y a encore toute une demi-saison, on va dire, à venir. Plusieurs formations qui sont encore à venir sur le début d'année 2026, de janvier à mars. Après, on vous laisse retourner dans les vignes. Mais on vous a quand même mis là quelques visuels, et puis de toute façon, on vous sollicitera, on vous enverra à nouveau les propositions des formations. T'as un micro ? Et donc, ces formations, vous les retrouvez également sur le site internet du Geste, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Et avant de rendre la parole, je te donne la parole, Aline, pour nous parler du projet de prospection chardonnay. Du coup, donc Agnès a commencé à en parler tout à l'heure, donc du lien qu'on a avec Sicavac et Cep Sicavac. Donc Thibaut et Agnès avaient initié des prospections donc dans des vieilles parcelles d'adhérents de Pinot Noir et de Gamay, et on s'est dit pourquoi arrêter là. Et du coup, on a commencé cette année le même travail. Donc le but, c'est pareil, d'aller pendant 3 ans sélectionner des pieds qui nous semblent d'intérêt, donc toujours avec François, qui est vraiment un bon allié pour ce travail-là.
Et donc on a commencé les prospections cette année. On n'a pas non plus énormément de pieds pour l'instant, donc on est à la recherche de parcelles, de vieilles parcelles de sélection massale. Donc si vous avez ça dans vos domaines, n'hésitez pas à revenir vers nous, si vous êtes prêts à ce que finalement ces parcelles-là servent aussi au collectif. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et on fera avec plaisir une sélection dans vos domaines. Merci et désolé de ne pas avoir perçu que ce n'était pas fini. Alors, comme tu as été le premier président et que tu voulais dire quelque chose, je te redonne le micro. Je ne veux pas monopoliser la parole. On a parlé de bureau, de conseil d'administration. Et il faut aussi remercier tous les gens qui ont donné leur temps pour ça. Et je voulais juste ajouter que je vois beaucoup de jeunes dans la salle et que je vous incite à vous présenter au bureau. Vous allez apprendre énormément. En plus, c'est sûr donner un peu de son temps, mais pour quelque chose de primordial. Mais ça va vous apporter aussi énormément, parce que c'est les échanges. Moi, ça fait longtemps que je ne fais plus partie du bureau, mais les échanges qu'on a pendant ces réunions, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et il faut laisser la place aux jeunes, je pense. Donc, vous êtes bienvenus, les nouveaux arrivants, les jeunes migrants. Ce que tu viens de dire est essentiel. L'avenir, bien sûr, c'est la jeunesse. Et impliquez-vous, c'est essentiel. Merci à tout le monde. Et merci, Président, d'avoir organisé ces 30 ans. Merci à vous tous. On va continuer. On va essayer de rester concentré jusqu'au bout. Et la prochaine intervention, donc c'est un sujet qui est d'actualité, tellement d'actualité. Emmanuel t'en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement le cuivre dans les sols. C'est pas prévu dans les interventions et on s'est dit qu'il fallait, au vu de la problématique actuelle et récente, qu'il fallait qu'on puisse profiter de ce moment pour en parler. Et donc il y a Lionel Ranjard qui va venir intervenir, ainsi que Charles Guillan. Donc Lionel Ranjard, c'est directeur de recherche à l'INRAE de Dijon. Lionel qui a consacré sa carrière à mieux comprendre la diversité et le rôle des micro-organismes dans les sols agricoles et à faire bénéficier cette connaissance aux praticiens. C'est avec lui d'ailleurs qu'on a mené le projet Ecovitisol et le projet Yakuza. Yakuza, ça fait assez japonais. Et il va impact et accumulation du cuivre dans les sols agroviticoles. Et donc il sera accompagné de Charles Guillan, qui est ingénieur en sciences du sol et de l'environnement, qui est le président fondateur de Novasol Expert. Et donc Charles qui a contribué à des projets de recherche sur la diversité microbienne des sols également, et notamment dans les vignobles. Donc certains d'entre vous le connaissent bien. Je vous laisse la parole. Et nous, on va s'asseoir. Bonsoir à tous. Merci Thibaut pour cette introduction. On va tâcher d'être bref avec Lionel. Thibaut l'a cité, je suis là pour vous parler ce soir du projet Yakuza. Alors un acronyme qui peut sembler un petit peu agressif, mais derrière, c'était une étude qui a été menée il y a 5 ans maintenant sur l'impact et l'accumulation du cuivre dans les sols agroviticoles. Un projet à l'initiative porté par Novasol Expert en collaboration avec l'INRAE de Dijon, mais surtout un projet souhaité et financé par une vingtaine de domaines à l'échelle du territoire français. Alors, je ne vais pas tous les citer dans le temps imparti, mais si vous vous êtes affichés dessus, merci déjà. Et surtout, on a bénéficié de l'accompagnement de 4 grandes associations. L'association Soins de la Terre, avec Vincent Masson, c'est lui qui a trouvé l'acronyme. Bio Bourgogne, avec Emmanuel Giboulot, à l'époque, en relais de la FNAB, l'ACB, l'Association des champagnes biologiques, et enfin le GEST, puisqu'on a eu le plaisir de travailler avec Sylvain Pellegrinelli, je crois qu'il est vice-président du GEST. Donc le projet Yakuza, simplement, le but c'était de faire une synthèse de la littérature académique autour d'une question, d'une grande question, c'est est-ce que la biodiversité des sols est impactée par l'apport de cuivre ou son accumulation dans les sols agroviticoles. Alors regardez pas, il y a une faute dans le titre, des sols de vignes, mais tout en sachant que si ça vous intéresse d'aller plus loin, les articles sont publiés en français et en anglais et ils sont disponibles soit sur le site de Novasol Expert, soit je pourrais le relayer à Monsieur Rigaud, comme ça j'aurai quitus de ma copie, je pense, pour la thématique. Donc on s'est posé 2 grandes questions dans le projet Yakuza. D'abord, l'effet de l'apport du cuivre. Est-ce qu'il y a un effet de la dose épandue chaque année sur la biodiversité du sol ? Quand je parle de biodiversité du sol, ici, c'est un spectre assez large. C'est à la fois les vers de terre, la faune du sol, les collemboles, les acariens, et l'infiniment petit avec les micro-organismes.
Je vais juste vous redonner un élément de comparaison pour voir ce qu'il y a dans la littérature académique. À l'heure actuelle, en viticulture et en agriculture biologique, le cuivre est autorisé, est utilisé à hauteur de 4 kg par an par hectare, avec des passages qui vont de 4 à 12 passages en fonction de la pression de maladie, en fonction du terroir, et surtout sur des sols qui ont déjà vu du sol qui a déjà vu du cuivre dans son histoire. En comparaison, dans la littérature, on trouve des conditions expérimentales pour évaluer cet effet de la dose de cuivre apporté un petit peu contradictoire, un petit peu éloigné de la réalité terrain, puisque on va prélever des sols qui n'ont pas vu ou peu vu de cuivre, qu'on va amener au laboratoire, qu'on va mettre dans des bouteilles, dans des microcosmes, des mésocosmes, et on va les arroser globalement dans des conditions contrôlées avec des solutions qui vont de 2,8 à 20 000 kg de cuivre ramenés à l'hectare, en un seul passage. Alors, c'est assez lointain de ce qu'on peut faire au terrain. Malheureusement, ça donne quand même des premières idées de seuil d'écotoxicité de ce cuivre amené en une fois. Et ils sont de 400 kg de cuivre apportés en une fois pour les micro-organismes et la faune du sol, notamment acariens, collemboles. Les vers de terre, quant à eux, sont plus sensibles à ce cuivre apporté, puisqu'à partir de 200 kg de cuivre apporté, eh bien, on a déjà des effets délétères sur les communautés de vers de terre. Alors, résolument, 200 kg de cuivre apporté en une fois, ça fait quand même 50 fois la dose qui est utilisée actuellement en viticulture et en agriculture biologique. Alors, ce n'est pas tant l'effet de la dose apportée à un instant T qui peut expliquer une potentielle toxicité du cuivre, et pour cela, on a creusé un deuxième effet, l'effet de l'accumulation dans les sols. Alors on l'a vu, le cuivre, c'est un fongicide qui est efficace, qui est utilisé depuis à peu près 150 ans, je crois, en termes de bouillie bordelaise, par exemple. Surtout, c'est un oligo-élément essentiel pour les plantes, pour les hommes, pour les micro-organismes. Et c'est surtout, malheureusement, un élément trace métallique, donc on le classe dans les métaux lourds. Les métaux lourds qui, à de fortes concentrations, peuvent devenir toxiques. Et donc le cuivre dans le sol, en fonction du pH, de la teneur en humidité, l'humidité des sols, il va être plus ou moins mobile, et surtout il va se lier, il va se complexer à des particules de sol, aux argiles, à la matière organique, et il va être immobilisé au cours du temps. Et donc les différentes doses, alors qu'elles étaient parfois bien supérieures aux 4 kg par hectare que j'ai présenté juste avant, eh bien on a accumulé du cuivre dans les différents sols traités avec ce fongicide. Donc ce qu'on trouve dans la littérature, c'est des essais en France et en Espagne, par exemple, où on a testé différentes teneurs de cuivre accumulées sur justement ces organismes des sols. Alors ça va de 60 kg par hectare jusqu'à 18 000 kg par hectare de cuivre accumulé dans les sols. Rassurez-vous, c'était en Espagne. Mais ce qu'on en sort, c'est qu'à partir de 200 kg de cuivre accumulé, on commence à avoir de premiers effets négatifs sur les micro-organismes, notamment en termes d'activité, de respiration, d'activité enzymatique. Il y a peu ou pas de données sur les vers de terre et sur les autres, l'autre et les autres compartiments de la faune du sol. Et en revanche, si je vous donne un ordre de conversion, 200 kg de cuivre accumulé par hectare, ça correspond à, si vous faisiez une mesure de cuivre total, par exemple, avec un laboratoire, à peu près 50 à 60 ppm sur un horizon considéré de 30 cm. Donc, je vous le disais, ce n'est pas tant l'effet dose et la dose apportée à un instant T qui est problématique. Et l'effet de l'accumulation, dans les vignobles français, on est à moyenne entre 90 et 110 ppm de cuivre. Donc c'est le poids de l'histoire aujourd'hui qu'on paye un petit peu. Il faut donc trouver une sorte d'adaptation à tout ça. Mais je vais laisser Lionel compléter, parce que je crois que tu as des diapos sur la situation en France et les apports. Bonsoir à tous. Oui, alors, Charles a présenté le travail de Yakuza qui était là un peu pour relativiser en fait l'impact de vos pratiques aujourd'hui d'apport de cuivre à 4 kg par rapport à ce qui est au niveau de l'environnement et ce qui a été fait historiquement. Et moi, ce que je vais vous montrer là, c'est une étude. Alors, j'ai activé mon réseau au sein de l'ADEME pour avoir accès à ces informations, parce que l'ADEME travaille beaucoup sur les métaux lourds. C'est une étude qui montre qu'en France, la quantité de cuivre apportée en fait, se répartit entre deux grandes activités, les effluents d'élevage et le répandage sur les sols, et les pesticides. Et on peut voir que ce sont essentiellement les effluents d'élevage qui amènent la quantité de cuivre la plus importante en France. Ça, c'était en 2010. En 2010, je pense que le cahier des charges n'était pas le même. Vous étiez à une dizaine de kilos de cuivre par hectare, je crois. 6 ou 8 6. Aujourd'hui, vous êtes à 4. Donc, si on refaisait le calcul aujourd'hui, je pense que l'écart serait encore plus important entre les effluents d'élevage et les pesticides, c'est-à-dire qu'on en amènerait encore une proportion relative moindre avec ces pesticides à base de cuivre qu'avec les effluents d'élevage. Alors après, il faut aussi rationaliser un petit peu ça. Les effluents d'élevage, on les épand sur beaucoup plus de surface que le cuivre, qui est généralement limité à la viticulture et à la viticulture biologique, même si en conventionnel, on en utilise un peu. Autre résultat aussi que je vais vous montrer,
alors qui viennent justement du projet Ecovitisol. Donc le projet Ecovitisol, on en a un petit peu parlé auparavant, c'est un projet dans lequel le GEST avait été impliqué et nous avait permis de travailler, parce qu'on travaillait directement avec les viticulteurs. Et en fait, Ecovitisol s'est décliné en Alsace, en Bourgogne du Nord, donc Côte de Nuit, Côte de Beaune, en Bourgogne du Sud, Châlons-Mâcon, en Côte de Provence. On est en Bordelais actuellement, on a fini Saint-Émilion et on est en train de finaliser aussi Sauternes-Médoc et on va bientôt en Cognac. L'avantage d'Ecovitisol, c'est qu'on a accumulé à peu près 360-370 parcelles viticoles que l'on a échantillonnées et qu'on a analysées, alors pour la microbiologie, pour leur pratique, je ne vais pas revenir sur les discussions du début d'après-midi, mais aussi pour les caractéristiques physico-chimiques et notamment la teneur en cuivre, parce qu'on sait que le cuivre dans les sols viticoles peut être à des doses importantes et que c'est un facteur qui peut influencer notamment nos critères de qualité microbiologique. Alors je ne vais pas rentrer trop dans la microbiologie, mais je vais vous montrer en fait la courbe de distribution en fait, de la teneur en cuivre dans les parcelles de tout le réseau Ecovitisol. Vous voyez qu'on a une majorité de parcelles, alors je ne sais pas si on a un curseur, ça marche hein? C'est ça? Non. Vous voyez que la majorité de parcelles se trouve entre la teneur naturelle de cuivre, qui est à peu près de 20 mg par kilo de sol, 20 mg de cuivre par kilo de sol, et globalement une tonne et demie de cuivre accumulé. Donc vous voyez des quantités de cuivre très importantes à l'hectare, bien supérieures en fait à ce que vous amenez annuellement. Et puis bien sûr, on a des parcelles qui vont jusqu'à 2 tonnes et même 3 tonnes et 4 tonnes de cuivre. Si on regarde au niveau des modes de production, parce qu'on dit toujours qu'en bio, il y a plus de cuivre dans les sols qu'en conventionnel, qui soi-disant en utilise moins, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut voir que ce soit dans les sols de viticulture conventionnelle, biologique ou biodynamique, on a globalement la même teneur moyenne en cuivre sur ce réseau de parcelles. Si on regarde cette fois au niveau des territoires, alors c'est vrai qu'au niveau de la Bourgogne et notamment de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, on a des teneurs en cuivre qui sont plus importantes que les autres territoires que l'on a investigués dans le projet Ecovitisol. On est plus important que Châlons-Mâcon, on est plus important que les Côtes de Provence. Ça peut s'expliquer parce qu'en Côte de Provence, on est sur un climat méditerranéen avec moins de problématiques d'humidité, donc de milieu d'oïdium. Plus important qu'en Alsace. Alors en Alsace, on a limité notre zone d'étude à Colmar, qui est aussi sur un microclimat assez sec, et peut-être avec moins de pression de maladie, et moins important que Bordeaux. Alors ça peut paraître surprenant, parce qu'à Bordeaux, on utilise aussi beaucoup de cuivre, en viticulture biologique et autres, je dirais presque autant qu'en Bourgogne, et avec un historique tout aussi important que la Bourgogne. Pourquoi il y a moins de cuivre dans les sols dans le Bordelais que dans les sols de Côte de Nuit et de Côte de Beaune? Tout simplement parce qu'ils sont sur des sols plus sableux, qui retient moins le cuivre, et le cuivre est beaucoup plus s'évacue par percolation et lexivation, alors qu'au niveau des Côtes de Nuit et des Côtes de Beaune, on l'a vu en début d'après-midi, on est plutôt sur des matrices calcaires qui précipitent le cuivre, et des matrices argilo-limoneuses aussi qui vont absorber le cuivre et le retenir beaucoup plus efficacement. Donc le poids de l'histoire en termes de contamination de cuivre est plus important en Bourgogne qu'en Bordelais, mais l'historique de contamination est le même. Alors, je n'ai pas de diapo autre que celle-là, je crois. Si, oui, bon, ça c'était ce que je viens de dire. Et ça c'est la suite. Pour conclure, en fait, le but aujourd'hui, c'est un peu ce qu'ont dit les présidents du GEST, c'est que le cuivre pose des problèmes de toxicité. Toutefois, j'ai envie de dire, le mal est fait, c'est-à-dire c'est historiquement qu'il y a eu des abus d'utilisation du cuivre avec des quantités des fois de 50, 60, 70 kg de cuivre par hectare dans les années 60, 70, 80. Et donc là, le cuivre s'est accumulé dans le sol, donc il est là, il est présent et on n'est pas prêt de l'enlever parce que toutes les techniques de rémédiation, notamment de phytorémédiation, ne sont pas efficaces. Donc ce que l'on amène aujourd'hui en viticulture biologique, c'est fifrelin par rapport à ce qu'il y a déjà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à un produit de remplacement, mais il faut se donner le temps de trouver ces produits de remplacement. Et comme l'a dit Emmanuel, je crois, en fait, il faut investir au niveau recherche, au niveau développement viticole, sur trouver des produits de remplacement qui soient aussi efficaces que le cuivre, avec notamment l'absence de résistance, aussi antifongique, et aussi efficaces, sans résistance, et bien sûr avec une empreinte environnementale qui est moindre que celle du cuivre. Voilà le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Merci de votre attention. Je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir quelques questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est le cuivre qui s'est fixé dans nos horizons où la vie doit se développer pour nourrir les racines. Est-ce que ce cuivre est enquisté ou est-ce qu'il est actif et toxique, justement, sur les micro-organismes ? Non, la dose de cuivre biodisponible, elle est généralement 1000 à 10 000 fois moins importante que la dose de cuivre totale. On a souvent tendance à doser le cuivre DTA,
ce qui n'a pas vraiment de réalité en termes de disponibilité du cuivre, c'est 10, 20, 30% du cuivre total, et heureusement que 20 ou 30% du cuivre total n'est pas biodisponible. Donc c'est 1000 à 10 000 fois moins, et donc globalement, la grosse majorité du cuivre, et donc la grosse potentialité toxique, elle est adsorbée, chélatée, indisponible au niveau du sol, et donc elle est non toxique. Mais ça, dans certaines conditions, elle peut être chélatée sur la matière organique, sur les argiles, précipitée parce qu'on est dans un pH alcalin. Si on change ces conditions, par exemple, on a parlé de couverts végétaux ou de matière organique. Amener de la matière organique sur certaines typologies de sols, notamment des sols sableux pas très tamponnés, ça peut les acidifier. Et ça peut remettre du cuivre en solution et réactiver une forme de toxicité. Une racine de plante peut aussi acidifier l'environnement et remettre localement une certaine disponibilité de cuivre et de toxicité. Donc le cuivre est là, il est globalement indisponible, globalement non toxique, mais c'est un peu une bombe à retardement qu'on peut réactiver à tout moment. Donc c'est un peu aussi une épée de Damoclès. Donc il faut en être conscient, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire de façon brutale parce qu'on plante quand même des modes de production par rapport à l'utilisation de produits efficaces contre certaines maladies fongiques. Mais il faut aller petit à petit vers des produits alternatifs. Donc globalement, il est là, il est bloqué, il n'est pas toxique. Mais il faut aussi veiller. Alors dans vos sols bourguignons, vous êtes sur des sols très tamponnés, avec du calcaire, un pH alcalin. Donc ça va être dur de modifier le pH. Et globalement, vous avez pas mal d'argiles qui vont aussi l'absorber. Mais rajouter de la matière organique, c'est aussi une capacité de l'absorber, de le rendre aussi encore moins toxique. D'où vient la dose de cuivre des effluents d'élevage? Parce qu'on donne du cuivre à manger, parce qu'ils ont des problèmes aussi digestifs avec des champignons pathogènes, et donc on leur donne du cuivre, et donc c'est un traitement aussi antifongique au niveau digestif, ça aide tout ce qui est transit, et donc ça aide à la croissance. Et donc ça se retrouve au niveau des effluents d'élevage qui sont utilisés comme de la matière organique à épandre. Alors on peut parler des lisiers de porc, mais aussi des fumiers de bovins, fumiers d'ovins, etc. Oui, je pense qu'il ne faut pas s'interdire aussi quand même, ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu faire appel à la génétique. C'est-à-dire les espèces américaines, elles ont muté et elles ont justement des gènes, et on les connaît maintenant, les gènes de résistance par rapport au mildiou, à l'oïdium. Il ne faut pas s'interdire aussi complètement cette piste, aller rechercher des fois des gènes, les introduire dans nos cépages aussi. C'est toutes les variétés résistantes, hein, bien sûr, qui sont en train d'être testées sur leur durabilité sans contournement de résistance, parce que c'est toujours ça la crainte. Bien sûr, ça c'est une piste, c'est pas vraiment un produit de remplacement, mais c'est une stratégie qui permettrait de limiter les intrants au niveau des antifongiques. Le travail que vous avez fait là avec Yakuza, est-ce que c'est un travail qui a été utilisé pour les agréments par l'ANSES ou l'ANSES ne fait pas du tout, ne consulte pas les travaux qui ont été faits notamment à cette occasion-là? Alors, en tout cas, le projet Yakuza, c'était post-2020, donc c'était suite au passage aux 4 kg par an par hectare. J'ai déjà discuté à 17h avec certaines associations qui, je crois, montent une sorte de plaidoyer pour le cuivre. Avec Vincent Masson aussi, il y avait eu, je crois, des choses qui avaient été faites, mais je ne suis pas sûr que l'ANSES s'empare, en tout cas, de ce genre d'études. Il l'avait fait plus ou moins, c'est ce qu'on avait regardé dans l'étude Yakuza, où il y avait eu un principe de précaution justement à une dose de 4 kg par an par hectare, puisque sur un essai sur plus de 10 ans, il y avait eu 3 années avec des variations qui étaient négatives malheureusement, mais les premiers effets apparaissaient plutôt à 28 kg par an par hectare. Donc voilà, c'est le principe de précaution qui avait prévalu à cette époque. Je pense, comme l'a dit Lionel, il faut se laisser le temps de trouver des alternatives. En tout cas, il n'y en a pas. Un produit pour un produit qui a une efficacité aussi optimale que le cuivre. Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Et c'est notre quotidien, là. Je veux dire, c'est l'an prochain, c'est dans 2 ans. Comment on fait si on ne peut pas traiter pendant la fleur? Comment on fait si on... Enfin, je veux dire, ce qui nous arrive là, comme nouvelle réglementation, si tant est qu'elle arrive, c'est pas une vision dans 20 ans, quoi. C'est la prochaine campagne. On a tous vu le suivante. webinaire de l'ANSES il y a quelques semaines sur le cuivre, avec la task force. L'ANSES, normalement, devrait s'appuyer sur la bibliographie scientifique, et il y a aussi une task force qui fait des expérimentations. Charles en a un petit peu parlé. On n'est pas toujours d'accord avec la façon de mener ces expérimentations, notamment sur des sols qui n'ont jamais vu de cuivre, parce que c'est pas ça la réalité. En fait, on tombe déjà sur des sols qui sont déjà contaminés, donc toute la flore et même toute la vie du sol est déjà préadaptée à la présence de ce cuivre qu'elle côtoie depuis des dizaines d'années, voire même des fois plus d'un siècle, l'invention de la bouillie bordelaise. Et si je peux finir sur une petite anecdote avec l'ANSES,
pas sur le cuivre, mais l'ANSES est en train de nous démarcher, notamment pour travailler sur Aspergillus fumigatus. Alors, c'est un champignon pathogène des voies respiratoires de l'homme, sur lequel on a de plus en plus de résistance aux médicaments, qui sont des médicaments azolés. Et en fait, il se trouve que dans les pesticides de synthèse antifongiques, ce sont aussi des pesticides azolés, et on a une forte suspicion de résistance environnementale de ce champignon qui se trouve dans le sol et qui pourrait contaminer donc des hommes en étant déjà résistants aux médicaments, c'est-à-dire sans possibilité de thérapie efficace. Donc vous voyez qu'il y a des indications sur le cuivre, mais il peut y avoir aussi une balance par rapport à des pesticides de synthèse qui, indépendamment d'un effet direct sur la santé humaine, peuvent aussi créer des résistances environnementales à des pathogènes humains, aux médicaments qui servent à les soigner. Du coup, donc tout ça, ça rentre aussi dans la discussion. Et après, par rapport au cuivre, j'ai envie de dire, on avait un bel exemple avec les présidents du GES qui disaient c'est un collectif qui doit se monter, un collectif opérationnel de viticulteurs, d'agriculteurs, du monde biologique, mais les conventionnels utilisent aussi du cuivre. Hein. Dès que vous avez un peu de bleu dans une solution de pesticides, c'est qu'il y a la synthèse et il y a du cuivre. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que le cuivre, en termes notamment aucune résistance aux champignons, enfin, le contournement de la résistance. Donc, c'est tout ça à mettre en avant et à aller discuter avec les institutions réglementaires à l'échelle européenne et française et faire valoir ceci, en attendant d'avoir des produits de remplacement efficaces. Tu trouves pas qu'on a un joli collectif, là? Super. Un grand merci.